Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale débat où nous allons aborder deux sujets brûlants de l'actualité nationale ivoirienne. D'abord, nous reviendrons sur l'interception de 33 camions de cacao par les douanes ivoiriennes, un incident qui soulève des questions cruciales sur la contrebande et la gestion du secteur du cacao, une industrie clé pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous nous pencherons sur les anomalies frappantes découvertes sur la liste électorale. Une situation qui inquiète à l'approche des élections de 2025. Pour en discuter aujourd'hui, nous avons deux invités. Dr Ousmane Chérif, analyste politique, membre du Bureau national de la JPDCI et président du REMENSI. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Et Eric Bayala, journaliste, analyste, patron de presse. Bonsoir, Eric Bayala. Bonsoir. Merci également d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, tout de suite, entrons dans le vif même du sujet, le premier sujet de cette émission. Dr Ousmane Chérif, interception de 33 camions de cacao par les douanes ivoiriennes. Comment expliquez-vous l'interception de ces camions? Est-ce un signe d'un problème systémique dans la gestion du cacao ivoirien en Côte d'Ivoire, selon vous? Alors déjà, la première des choses, c'est de rappeler que le PDCI-RDA a pris position concernant le problème qui frappe la Côte d'Ivoire par rapport au prix de cacao depuis un certain temps. Nous avons, avant même la fixation du prix de 2024, le PDCI-RDA avait déjà lancé l'alerte pour essayer de montrer à la population que cette gestion de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire n'est pas idoine. Mais au-delà même de ça, le PDCI avait prédit, l'honorable Brindoumi avait fait une conférence de presse où il avait déjà prédit que le RHDP et son gouvernement n'allaient pas pouvoir dépasser 1800 francs dans la fixation du prix de cette année. Et effectivement, comme un prophète véridique, cela s'est avéré. Et la chose qui est fréquente avec le RHDP, c'est qu'on se concentre beaucoup sur les conséquences en oubliant les causes. Le RHDP et son gouvernement a toujours fonctionné comme ça. À chaque fois, c'est la dénonciation des conséquences en oubliant toujours les causes. Quelles sont les causes du fait que le cacao ivoirien sort? Qu'est-ce qui fait que les planteurs, à un moment donné, se disent « je préfère vendre en libéral plutôt que de vendre avec un prix anticipé à la moyenne ». Le problème, c'est que le système n'arrange pas les planteurs lorsqu'il y a une flambée des prix. Et c'est vrai que nous dénonçons en tant que parti démocratique, en tant que parti républicain, nous dénonçons le fait qu'il y ait des planteurs, des cacaoculteurs qui essaient de contourner les voies normales et de passer pour vendre le cacao à l'étranger. Nous le dénonçons, mais en même temps, nous disons à ce gouvernement de faire plutôt attention aux causes plutôt que de se concentrer à dénoncer les conséquences. Et la cause principale, c'est cette mauvaise fixation du prix du cacao en Côte d'Ivoire. Bien qu'on aura l'occasion tout à l'heure de renchérir. Eric Bayala, le gouvernement a souvent mis en avant ses efforts pour sécuriser le secteur. Comment justifiez-vous que malgré ces mesures, de tels incidents continuent d'arriver en Côte d'Ivoire? Mais ce qu'il faut noter, c'est que la République, dans son fonctionnement, est régie par des lois. Et il y a toujours des contrevenants à la loi. Quelles que soient les dispositions qui sont prises, il y a toujours certaines personnes qui trouvent le malin plaisir de contourner les dispositions légales qui sont en place. Et donc, cette mesure n'échappe pas au mauvais comportement de ces citoyens-là qui estiment qu'il faut toujours contourner la loi. Et pour nous, ce n'est pas vraiment un fait nouveau que quelqu'un estime que, bon, il faut contourner la loi parce qu'il se comporte comme tel, comme un hors-la-loi. Maintenant, pour ce qui est de la position des causes dont a parlé Ousmane tout à l'heure, mais je pense qu'il faut un peu aller plus loin que cela. Il faut aller plus loin que cela. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut s'en prendre, il faut forcément dénoncer les conséquences et oublier les causes. Non. Le problème, quand on est dans une république, on a le devoir d'avoir ce comportement citoyen. Parce que ceux qui gèrent le bien public ou bien la chose nationale, ils ont des positions qui ne sont pas forcément celles qui sont les nôtres. Et donc, quand il y a des dispositions qui sont prises, le gouvernement a déjà des leviers qu'il actionne pour pouvoir mener sa politique nationale, sa politique macroéconomique et dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas parce qu'on veut avoir quelque chose qu'on ne l'a pas que du coup, cela nous donne l'obligation de contourner. Parce que si chacun doit pouvoir contourner la loi parce qu'il n'a pas ce qu'il voulait avoir, donc on serait dans une anarchie. Et donc, ici, il y a lieu de condamner ce comportement parce que quand on sait que la mamelle cacao, café
constitue un pan important de notre économie, notamment le cacao qui est vraiment une ressource importante, qui participe véritablement au produit intérieur brut, savoir que cela échappe à notre économie, donc échappe à des recettes fiscales nationales, il y a lieu de décrier cela. Et c'est le lieu de rappeler que nous disons félicitations à M. le directeur général des douanes, le général Alphonse Da, qui, à travers ses équipes, notamment la direction régionale de données, ont pu faire ces interceptions de 33 camions qui venaient de divers horizons de la Côte d'Ivoire, mais tentaient de passer la frontière guinéenne. Bien. Et je pense que c'est une bonne action à saluer et cela mérite d'être encouragé. Avant de vous permettre de réagir, Eric Bayala, pourquoi ces incidents semblent-ils devenir plus fréquents? Est-ce que cela dénote d'un manque de surveillance ou une faiblesse institutionnelle? Non, justement, parce que quand la filière, lorsque le prix a été fixé, le président de la République a mis sur pied un comité, comment on appelle ça, interarmé, chargé justement de traquer tous ces contrebandiers-là qui font fuir les marchandises, notamment ces produits importants pour notre économie vers des destinations diverses. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a également dans ces pays environnants-là certains qu'on appelle producteurs ou bien certains commerçants qui eux aussi font le trajet contraire. Autant des produits sortent frauduleusement pour aller vers ces pays frontaliers, autant il y en a d'autres qui sortent aussi de ces pays-là en destination de la Côte d'Ivoire. Et notamment, on a vu ici d'importantes cargaisons de saisie de médicaments en provenance de la Guinée qui voulait franchir la frontière de la Côte d'Ivoire, aussi bien au niveau du Ghana. Et donc, il y a forcément de part et d'autre. Mais ce qui explique cela, comme je dis, les uns et les autres sont portés par la volonté du fait du profit. Et il veut échapper justement à tout ce qui est contrôle administratif, contrôle fiscal. Et il pense que la destination où il peut échapper à tous ces contrôles-là, c'est une destination pour eux qui mérite de tenter le coup. Donc c'est une expédition qu'ils empruntent, espérant que, bon, ils feront plus de profit qu'en restant chez eux dans leur propre pays. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit, c'est un comportement à décrier. Docteur, pensez-vous que cette interception reflète une gestion défaillante de la filière cacao par l'État ivoirien? Oui, bien sûr, mais permettez-moi de réagir. Allez-y sans faute et répondre à la question. Vous voyez, l'une des choses qui est constante avec les membres du RHDP et tous ceux qui défendent ce gouvernement, c'est une façon de minimiser des gros problèmes. C'est vraiment constant chez tous ceux qui défendent le RHDP. Alors, quels sont ces gros problèmes? Alors, on parle de 33 camions qui étaient tous alignés de cacao. On parle de 1100 tonnes. Il a été compté environ, selon ce qui a été dit, 1100 tonnes de cacao. On parle d'environ 6 milliards. Parmi les revendeurs, il y a eu des témoignages guinéens qui disaient que ça faisait environ 6 milliards de francs CFA. C'est ce que j'ai lu avant de venir sur ce plateau. Vous voyez, on est en train de parler d'un manque à gagner qui allait sortir de la Côte d'Ivoire à cause d'une raison. Et pour certains débatteurs, c'est juste voilà, certaines personnes qui veulent contourner le système. Et pour moi, je trouve ça triste. Et c'est pratiquement la même chose dans tous les secteurs d'activité. Quand on tombe sur un gros problème, au lieu que ce gouvernement se concentre sur la cause, mais elle tend très souvent à négliger le problème et puis à faire passer ça pour juste voilà, une contrebande qui serait naturelle dans le système. Je dis et je répète, c'est une très mauvaise gestion de la filière café-cacao qui pousse les cacaoculteurs à aller à l'extérieur. Quand vous savez qu'on vend votre cacao, vous qui êtes le premier producteur, vous qui êtes le premier producteur au monde de ce cacao, quand vous savez qu'on vend ce cacao-là à 3 000 francs en Guinée, quand vous savez qu'on vend ce cacao-là à plus de 4 000 francs à l'international, mais comment vous pouvez concevoir qu'avec cette flambée-là, le gouvernement accepte de donner 1 800 francs à cette population? C'est une malhonnêteté gouvernementale que nous devons continuer de décrier jusqu'à ce que ça soit changé. Et je rappelle que le président de la République, pourquoi dans chaque débat où je passe, je répète que ce président a toujours manqué ses engagements. Tous les engagements qu'il a pris en 2012, il a pris un engagement de fournir aux cacaoculteurs 60% du prix CAF. Aujourd'hui, les 1 800 francs ne respectent pas les 60% du prix CAF. Est-ce que ce président-là, on devrait croire encore ce gouvernement? Est-ce que M. Adjoumani, qui passe sur les antennes de RFI pour dire qu'on veut protéger les cacaoculteurs, on veut pérenniser la culture, est-ce que c'est cette façon-là de pérenniser la culture en tuant les cacaoculteurs? Vous parlez du ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, bien entendu. Donc pour moi, c'est une façon de tuer la cacaoculture en Côte d'Ivoire. C'est une façon de dire aux cacaoculteurs, vous produisez quelque chose qui est en flambée mondiale. On sait tous que c'est en flambée mondiale. Avant de venir sur ce plateau, j'ai consulté. Vous savez que le prix est fixé quotidiennement à la bourse de Londres et à la bourse de New York. J'ai consulté le prix aujourd'hui. On est autour de 8 281 $ par kilo.
par tonne. 8281 $ par tonne. Quand vous faites le calcul, on est autour de, je crois, 4 000, en tout cas à l'international, on est autour de 4 000 ou 6 000 francs CFA par kilogramme. Et vous donnez les 60%, ça devait équivaloir à environ 2 800 francs au minimum ou bien 3 000 francs. Mais il y a quand même une évolution quand on regarde les chiffres, hein, le prix du cacao en Côte d'Ivoire des années 60 jusqu'à maintenant. Effectivement. En fait, c'est une arnaque quand certains comparent avec les prix. Vous avez regardé l'émission sur une autre chaîne où certaines personnes ont très bien expliqué qu'en fait, les prix se fixent en fonction de la bourse internationale. On ne fixe pas les prix de façon... on n'invente pas les prix. Les prix se fixent en fonction. Un président qui vient en 2012, qui est venu trouver un système... Avec le PDCRDA qui était au RHDP, groupement de partis politiques. Et qui a fait la promesse à tous les cacaoculteurs de leur donner 60%. Personne n'a mis une arme sur la tempe de ce gouvernement pour faire cette promesse-là. Cette promesse, elle est écrite. C'est une promesse de donner 60%. Nous sommes dans une période où il y a une flambée des prix du cacao. Et que vous n'êtes pas capable de donner ces 60%-là, vous donnez 1 800 francs. Les cacaoculteurs qui ont des réseaux parallèles, c'est ce qu'on appelle en droit les circonstances atténuantes. Quand on vous pousse à bout et que vous faites quelque chose d'illégal, c'est vrai que ça reste illégal, mais on regarde les circonstances qui vous ont poussé à le faire. Et je dis ce gouvernement-là ne mérite même pas qu'on l'écoute quand on parle de café cacao en Côte d'Ivoire. Bien, Eric Bala, réaction là-dessus. Oui, justement, ce que je voulais dire et rappeler, c'est que quand on parle de l'engagement du président de la République en 2012 d'offrir aux producteurs 60% du prix CAF, c'est-à-dire le prix fixé à l'international. Mais quel était, à cette époque-là, le prix était fixé à combien? Et je pense que depuis la gouvernance du président Alassane Ouattara et du gouvernement du RHDP, il n'y a pas en Côte d'Ivoire de mémoire d'homme qu'il y ait un prix qui a été aussi plus, comment on appelle ça, aussi plus grand, fixé que les autres gouvernements précédents. On demande pourquoi il n'a pas fait les 60%. Et jusqu'à présent, les engagements que le président de la République a pris en 2012 concernant le prix CAF, quel était, parce que dans tout débat, il faut contextualiser le débat. Il ne suffit pas de venir affirmer de go qu'il y a eu des engagements et qu'on ne doit pas mériter la confiance de X ou de Y. Alors, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de respecter les 60%? Ce que vous oubliez, c'est que dans la gouvernance du problème du café cacao en Côte d'Ivoire, les deux premiers producteurs mondiaux du cacao, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, se sont mis ensemble pour créer un comité de gestion dans ces deux pays. Et ce comité de gestion a pour siège Accra, et celui qui dirige, sinon qui préside ce comité, est un Ivoirien. Et donc, en fonction des engagements des uns et des autres, et en fonction, si vous voulez, du contexte dans lequel ils veulent promouvoir on appelle ça, leur prix à l'international, ils fixent ensemble le prix de revenu aux producteurs. Pourquoi on n'a pas respecté? Et justement, c'est ce qui a été mis en question. En 2012, le Ghana et la Côte d'Ivoire n'avaient pas encore cette synergie d'action en ce qui concerne la commercialisation du cacao. Donc il faut changer cette loi qui dit que ce n'est pas une loi. Oui, c'est une promesse qui a été faite à l'occasion de la réforme. Ce n'est pas une loi. Et ça, justement, et aujourd'hui, les producteurs, dès que le prix du cacao a été fixé à 1800, nous regardons tous l'actualité. Hormis les 33 camions qui ont été pris de façon officielle, est-ce qu'il y a les producteurs qui se sont levés pour dire à monsieur le président de la République ou au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord? Parce que comme je le disais... Mais que peuvent-ils faire face à cette décision? Ils n'ont pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Un prix espéré n'est pas forcément celui qu'on a en retour. Il y a quand même une augmentation. Pardon? Il y a quand même une augmentation. Mais justement, l'augmentation, comme on a dit... Mais pas suffisante. L'augmentation se fait parce que justement, aujourd'hui, on a dit que la tonne à l'international se situe entre 7 000 et 8 000 $ la tonne. Et le prix du cacao à l'international fluctue. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est à 8 000 ou bien à 7 000 que demain ça le sera. Et donc si on parfois ça monte justement, plus. Ça peut aller même au-delà, comme ça peut venir en deçà. Donc un gouvernement sérieux fixe les prix en prenant en compte la prudence. Pour dire quoi? Que jusqu'à la fin de la saison, même si le prix baisse, donc pourquoi avoir fait cette promesse-là ou bien des 8 000, que le gouvernement soit capable de toujours tenir sa promesse vis-à-vis des producteurs. Et donc quand c'est comme ça, il y a une marge de manœuvre dans laquelle le gouvernement s'inscrit pour permettre d'assurer continuellement jusqu'à la fin de la campagne le prix que le gouvernement fixe, de sorte à ce qu'ils ne se prennent pas en porte-à-faux de ce que le prix est baissé à l'international. Et donc je pense que c'est une politique qui est menée, qui est réfléchi par l'ensemble du gouvernement. Et donc, il ne suffit pas pour critiquer, mais il faut prendre en compte toutes ces contingences matérielles qui interagissent dans la fixation du prix du cacao. C'est de ça qu'il s'agit. Non, en fait, c'est comme si vous êtes en train de dire à quelqu'un qu'on est en période de flambée.
Actuellement, on est en période de flambée. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui est en train de vendre, je ne sais pas, de la tomate ou qui vend quelque chose d'autre, le prix est élevé à l'international. Mais faites profiter celui qui produit. Pendant que c'est élevé actuellement, depuis avril, en avril, j'ai consulté, en avril, on était à 11 000 $ la tonne. En avril, c'était le prix plateau, 11 000 $ la tonne. Comment vous voulez que celui qui produit, au moment où c'est en flambée, il ne profite pas? Pendant qu'au Cameroun, on vend à 4 000 francs non, CFA. le système de commercialisation du Cameroun n'est pas le même que celui de la Côte d'Ivoire. Voilà, justement. Donc, on ne peut pas justement se penser ce que vous dites, sur ce qui se fait au Cameroun ou dans un autre pays ce que vous oubliez, pour dire que la Côte d'Ivoire... Non. Quelle est la part de la production même du cacao camerounais sur le marché mondial? La Côte d'Ivoire est le leader. Oui, la Côte d'Ivoire est le leader. Justement, en fonction de sa politique de commercialisation, comme je l'ai dit, ne peut pas dire, comme ça se fait ailleurs, nous aussi, on va faire la même chose. Non, mais la question, c'est comment tu fais profiter tes cacaoculteurs pendant la période où ils produisent beaucoup, pendant la période où on est en flambée. Comment tu fais profiter tes cacaoculteurs? Justement. Ou bien eux n'ont pas le droit de profiter pendant cette période-là. On était à 1 500 francs. Donc ce sont les 300 francs pour vous qui non, mais attendez, soyez sérieux, M. Bayala. Qu'est-ce que 300 francs? Non, soyez sérieux. Non, ne minimisez pas, c'est une marge importante. Non, ce n'est pas une marge importante par rapport. Et puis encore par moment, le prix même fixé par le gouvernement n'est pas respecté par les acheteurs. Mais justement, c'est là tout le débat. C'est là tout le débat. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une conscience citoyenne surtout à tous les niveaux de la commercialisation du prix. Parce que quand vous avez des pisteurs qui vont au contact des producteurs, et arriver, au lieu d'acheter en bas champ le prix fixé par le gouvernement, ils fixent, sinon ils achètent le cacao de nos parents en deçà du prix fixé par le gouvernement. Et ça pousse là. La faute est à qui de ne pas faire l'inspection correctement pour s'assurer que le prix bas champ est respecté? Justement, c'est parce que le problème, la sensibilisation qui a été engagée, c'est de mettre nos parents dans des systèmes de coopératives. De sorte à ce que vous n'allez pas vendre de façon isolée. Parce que quand vous partez vendre de façon isolée, c'est difficile de faire respecter le prix. Mais quand c'est en coopérative, il est clair que la coopérative donc engage la vente des prix bas champ en respectant ce qui a été fixé par le gouvernement. Merci Eric. Docteur, alors on parle du coût du cacao que vous trouvez pas satisfaisant. Conséquence, 33 camions saisis. Que risquons-nous si la Côte d'Ivoire ne prend pas des mesures plus fermes pour endiguer la contrebande du cacao? Non, vous savez, on dit souvent qu'un voleur attrapé, c'est 4 voleurs qui se sont échappés. Vous savez, quand une filière commence à mal se porter, il y a des symptômes qui nous permettent de reconnaître que la filière ne se porte pas bien. Et l'un de ces symptômes-là, c'est celui-là. Le fait qu'on voit que 33 camions ont été saisis et que c'était 1100 tonnes de cacao qui étaient à l'intérieur, ça sous-entend qu'il y aurait peut-être d'autres tentatives. Je rappelle que le témoignage que j'ai lu, c'est un témoignage d'un revendeur guinéen qui fait le témoignage et qui explique qu'il faisait partie avant des revendeurs guinéens. Eux, ils revendent ils achètent en parallèle en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que les Ivoiriens, dans certains cas, ils essaient de faire passer, vous savez, ça passe par l'ouest. Ça passe la frontière entre de Waninou, mon village, est à quelques mètres de la Guinée. Alors vous gagnerez à sensibiliser vos parents? Voilà, non, je dis en fait que c'est une voie qui peut, à n'importe quel... C'est parce que quand vous lisez le témoignage, c'est parce qu'il y a eu un petit problème même que les camions ont été saisis. Quel est ce problème? Le problème était que la voie était fermée à cause il y a eu un accident sur la voie. Les camions ont trop duré sur la voie. Et donc, ils ont finalement été signalés à la douane ivoirienne qui a déporté des gens qui ont arrêté finalement tous les camions. Cela signifie, quand vous lisez, le témoignage n'est pas officiel, c'est un témoignage même anonyme, mais on pourrait penser que si jamais il n'y avait pas eu ce petit problème-là, tout ce cacao-là serait déjà parti. Donc ce que je dis, c'est que quand on gère mal quelque chose, quand il y a une conséquence, c'est vrai, il faut féliciter pour avoir la douane d'avoir arrêté ce cacao, il faut féliciter, il faut dénoncer le fait qu'il y ait cette sortie-là, mais il faut quand même se concentrer sur la cause. Et je dis et je répète, je ne comprends pas comment des intellectuels, je dis et je répète que je ne comprends pas comment des intellectuels, à qui on explique simplement que pendant une période de flambée, on doit augmenter plus les prix et qui viennent nous expliquer en retour que non, en fait, on est prudent parce que... Mais c'est la période de flambée qui est là. C'est la période de flambée. Les coûts du cacao n'ont jamais été pareils. Mais le coût du cacao a augmenté également en Côte d'Ivoire?
le coût du cacao a augmenté, mais pas proportionnellement à la flambée internationale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si je vous dis que ce stylo-là a un prix qui est très élevé à l'international, le vendeur, il a envie de sentir ça chez lui. Mais quand vous dites que je mets 300 francs et que pour vous, les 300 francs valablement peuvent représenter la proportionnalité de l'augmentation, alors que la tonne de cacao est passée jusqu'à 8 000 $, alors 11 000 $ il y a 4 mois. Quel serait le coût idéal pour la Côte d'Ivoire? Le PDCI a proposé 3 500 francs et c'est possible par rapport au coût de flambée. Ce qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. De la même façon, même sous le PDCI RDA. Non, de la même façon que cette flambée-là est unique. Cette flambée, je vous assure, vous pouvez regarder les enquêtes qu'ont fait RFI et TV5 sur cette flambée-là. On a atteint des prix records. On a atteint des prix records. Je vous dis qu'en avril, c'était le plateau. On était à 11 000 tonnes. 11 000 tonnes de cacao. Vous pouvez faire le fact-checking. Et je vous rassure que le problème se situe au niveau, les cacaoculteurs ne ressentent pas ça. Et quand vous vous sentez spolié, quand vous vous sentez injustement traité, quelquefois, vous utilisez la mauvaise méthode qui est de revendre en parallèle. Je dis encore, je répète, que le PDCI dénonce cette vente parallèle-là parce que c'est illégal. Mais il faut pouvoir comprendre les circonstances atténuantes. Les cacaoculteurs en Côte d'Ivoire ne se sentent pas protégés par notre pays. Et je le disais, autant d'Oufoué de Boigny, la caisse TAB a été mise en place justement. Oufoué disait que l'économie de la Côte d'Ivoire reposait sur l'agriculture parce que c'est la caisse TAB qui finançait les grands projets en Côte d'Ivoire. C'est l'argent que produisait ce cacao-là qui finançait les grands projets en Côte d'Ivoire. Et il faut pouvoir bien gérer cette zone-là parce que si jamais les cacaoculteurs arrêtent de vendre et qu'ils diminuent, le cacao fait environ 17% du PIB ivoirien. Le cacao fait 12% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire, selon le professeur Prao. Et je dis que si jamais les cacaoculteurs diminuent et commencent à être découragés, ce n'est pas bon pour la filière. Parce que le cacao produit une grande partie de notre PIB. Et donc, quand on a un ministre, le PDCI plusieurs fois a décrié ce ministre-là, parce que ce ministre, le ministre Koubena Kwasi Adjoumani, nous considérons que c'est un ministre qui fait un mauvais travail. Et dans un autre gouvernement, sous un pays sérieux, c'est un ministre qu'on aurait déjà débarqué depuis longtemps. Et nous considérons que ce ministre-là n'a pas sa place à la tête de ce ministère. Parce que tout le travail qu'il fait est très mauvais et il arrive même à peine à l'expliquer et à peine même à être audible quand il prend la parole. Bien, Eric Ballet, 3500, c'est ce qu'avait proposé le PDCI RDA. Est-ce que cela aurait réglé ce problème de la contrebande de cacao? Je vous explique que, quel que soit le montant qu'on aurait reversé aux producteurs, il aurait toujours eu des tentatives de pouvoir contourner. Ça s'est déjà produit avant? De pouvoir contourner le système. Ça s'est déjà produit avant 33 camions? Parce que, oui. Citez-moi un exemple. Je vous explique. Oui. Quand il y a eu la crise en 2002, le prix du cacao était pratiquement à 1000 francs, à 1100 francs. Mais ça n'a pas empêché certains de contourner le système, par même vendre le cacao. Et on a vu que le Burkina, pour cette année-là, a été exportateur de cacao. Oui, donc ça veut dire quoi? Donc, malgré les gouvernements passés... On n'était pas enflammé. Malgré les gouvernements passés, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y avait toujours eu cette notion de contrebande. Parce que ce qui explique la contrebande, ce n'est pas forcément les prix. Parce que celui qui a son cacao dans la région ouest, qui doit, on appelle ça, prendre le transport pour aller jusqu'au port de San Pedro, ou bien jusqu'au port d'Abidjan. C'est pas le cacaoculteur qui achemine. En ce qui concerne on appelle ça, le coût du transport, ils estiment que... C'est pas eux-mêmes qui acheminent. Non, ça veut dire que le produit déjà dans les camions saisis n'appartenait pas aux producteurs. Les producteurs ont fini de vendre leur cacao. Oui. Justement, donc les producteurs ont fini de vendre leur cacao à ces gens-là qui sont venus acheter. Et donc quand ils regardent le transport à lui prendre jusqu'à San Pedro ou à Abidjan et aller vendre au port de Conakry par rapport à la proximité, il estime que la distance étant moindre, il peut faire du chiffre. Donc ne vous concentrez pas seulement sur le prix. C'est d'abord un fait. Le second fait, c'est que quand le gouvernement, aujourd'hui, la production mondiale, sinon la production ivoirienne est en baisse parce que les vergers sont attaqués par la maladie qu'on appelle le shoot and shoot, qui fait qu'aujourd'hui, nos vergers ne produisent pas assez. Et donc, le gouvernement investit non seulement pour la régénérescence de ces pépinières, de ces plants, mais encore, le gouvernement investit pour apporter des intrants au niveau des producteurs, pour les amener à améliorer les productions. Donc, quand on voit la manne que le gouvernement injecte pour apporter les intrants gratuitement aux producteurs, et on leur fixe le prix à 1800, quand on met tout ça ensemble,
je pense que la part belle qui est reversée aux producteurs est suffisamment au-delà de l'espoir, de l'espérance proposée par le PDCIRDA. Allez-y, docteur. Je veux juste vous demander, merci Eric Bayala, allez-y, docteur. docteur. Actuellement, que dans le système actuel, les producteurs, les cacaoculteurs sont perdants. Est-ce que vous êtes d'accord avec, selon ce que vous avez expliqué, alors qui est donc gagnant? Qui est donc gagnant, docteur? Les producteurs, par rapport au prix le prix CAF et par rapport à ce que le cacaoculteur gagne, est-ce que vous êtes d'accord que le cacaoculteur est largement perdant? Non. Non, je pense que ça, intellectuellement, nous devons être d'accord sur ça. De base, ils sont perdants. Non, quand vous me dites que les cacaoculteurs, en fonction du prix CAF, sont suffisamment perdants, parce que vous estimez qu'à l'international, le prix a augmenté. Et ce qu'on a reversé, qu'on appelle ça, aux producteurs, ils ne sont pas perdants. Parce que quand moi j'ai un bien... Ils ne sont pas perdants. Non, quand moi j'ai un bien, que je le vendais à peut-être à 10 francs. Et aujourd'hui, on a dit qu'il y a une augmentation, a augmenté. Et que moi, on ne me le paye plus à 10 francs, mais on me le paye à 15 francs, je n'ai pas perdu. Non, par rapport à ça. Alors, docteur, quand vous parlez de perdants, c'est qu'il y a un gagnant qui perd dans cette affaire. Non, mais bien sûr, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Agriculteurs, cacaoculteurs. Les cacaoculteurs perdent. Et ça profite à qui donc? Et ça profite à l'État de Côte d'Ivoire. Ça profite non aux multinationales. Aux multinationales, mais de toutes les façons, on ne cesse de le répéter. Quand un système économique est fait pour que, quand vous avez 25 francs, une valeur de quelque chose qui a une valeur de 25 francs, si vous avez 10 francs, quelqu'un gagne 15 francs. Donc on sait très bien que le gouvernement de Côte d'Ivoire veut engranger le maximum d'argent pendant cette période de flambée. Seulement que ce que nous disons, c'est qu'on est dans un gouvernement qui a toujours prôné que c'est un gouvernement libéral. Depuis que le président de la République, Alassane Ouattara, même quand il était dans l'opposition, quand il était dans le RDA, il disait que c'était un gouvernement libéral. Vous savez, dans le libéralisme économique, la fixation des prix, c'est la liberté du marché. Chacun fixe ses prix. On s'attendait même à voir en 2012 le président Alassane Ouattara venir libéraliser le secteur. C'est ce à quoi on s'attendait. Parce que la Côte d'Ivoire n'applique pas, le secteur du café cacao n'est pas libéralisé en Côte d'Ivoire comme ça l'est au Cameroun. Oui. Vous le savez, j'espère. Mais c'est ce que je dis. Donc je le dis. Je dis simplement. Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous comprenez que c'est contradictoire? La production nationale du cacao sera aussi importante que la nôtre au Cameroun. Le secteur ne sera pas libéralisé. Parce que quand longtemps, on dit que l'économie de ce pays... Est-ce que vous savez que ça a été libéralisé en Côte d'Ivoire? Sur la mamelle café cacao... Non, est-ce que vous savez qu'à un moment donné, ça a été libéralisé en Côte d'Ivoire? Depuis la gouvernance du PDC jusqu'à aujourd'hui, le PDC a pu libéraliser le secteur. Est-ce que vous savez... Non, répondez à cette question. Je vous réponds. Oui. Je vous réponds. Oui. En 90, quand la Caisse Tab a été mise en place... Est-ce que le secteur a été libéralisé sous le PDCI? À quelle occasion? Je n'ai pas la date exacte. Non, justement, ça n'a jamais été fait. Non, laissez-moi vous informer. Ça n'a jamais été fait parce que la proportion de production du cacao aujourd'hui est tellement importante. Le Cameroun a libéralisé en 99. Merci Eric Bayala. Merci. Allez-y, docteur. Allez-y. Le Cameroun a libéralisé le secteur en 1999. Avant de venir sur ce plateau, mais c'est ce que je vous fais comprendre. Non, laissez-moi terminer. Oui, mais la Banque mondiale et le RFI, la Banque mondiale et le FMI... Ce n'est pas possible. Donc vous dites sur ce plateau, que la Côte d'Ivoire n'a jamais libéralisé, c'est ça? Le Cameroun produit... Je vais laisser nos téléspectateurs faire leur propre recherche. M. Bayala dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais libéralisé le secteur. Je dis sur le PDCI, à quelle occasion le secteur a été libéralisé? Dans les années 90, le secteur a été libéralisé. Bien. Tous ceux qui nous écoutent pourront faire leurs recherches. Bien, alors, on revient maintenant à notre sujet. Eric Bayala, le gouvernement pourrait-il envisager une refonte de ses politiques de contrôle pour limiter la contrebande? Est-ce que cela est possible? Non, les dispositions ont été déjà prises. C'est parce que ces dispositions ont été prises que la douane a été mise en alerte. Non, il y a ce qu'on sait, on sait également qu'il y a des sorties dans d'autres pays que nous n'allons pas citer. Dans aucun système, il n'y a la sécurité zéro. Dans aucun système. Donc, quelles que soient les différentes dispositions que le gouvernement va prendre, il aura toujours des brebis galeuses qui vont parvenir à passer par les mailles du filet. Ça, on n'y peut rien. Et on ne peut pas réinventer la roue à ce niveau. Mais une chose est sûre, c'est de faire en sorte que le maximum de nos productions nationales n'échappe pas au contrôle fiscal de la Côte d'Ivoire. De sorte à ce que toutes ces productions que nous avons puissent véritablement, en termes de recettes, profiter à l'État. Et donc, des dispositions ont été prises. Donc, et ces dispositions-là seront renforcées pour que cela n'arrive plus jamais. Et tous ceux qui seront pris vont servir d'exemple. Parce que quand un système est là, et quand on a un devoir citoyen, il faut s'y conformer. Parce que, comme on le dit, la loi suffisance a fait mal, mais c'est la loi. Il faut impliquer les producteurs de cacao, c'est ça? Mais justement, c'est pour ça que la phase de la sensibilisation... Le problème, ce n'est pas forcément... Parce que le producteur n'a pas ces moyens colossaux-là de prendre son cacao lui-même
et aller au-delà. Ces personnes qui viennent intermédiaires, qui viennent acheter le cacao, qui détournent, si vous voulez, ces productions-là. Voilà pourquoi le système libéral n'est pas forcément mauvais quand on est premier producteur. Parce que dans le système libéral, chaque producteur va fixer son prix. Et chaque cacaoculteur va fixer lui-même son propre prix. C'est ce qui se passe au Cameroun. Chaque cacaoculteur fixe son prix. Et aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, à cause de la flambée, les cacaoculteurs camerounais fixent jusqu'à 4 000 francs, parfois 6 000 francs, parfois même un peu plus. Donc on est dans une marge on est dans cette marge-là. Donc la question que je vous pose, pourquoi vous pensez que le système libéral ne pourra pas marcher en Côte d'Ivoire? Je vous explique. Pourquoi? Je vous dis... On va répondre rapidement, une minute pour répondre à cette question. Allez-y. Ce n'est pas forcément celle qu'on appelle du gouvernement, mais moi, en tant qu'analyste, ce que je veux dire, tout dépend de la quantité de votre production. Pourquoi? La quantité de la production. Parce que quand vous avez une quantité aussi importante que la nôtre, qui est pratiquement à plus de 17% du produit intérieur brut, et donc il faut qu'il y ait un contrôle absolu sur ce produit-là pour que les recettes issues de ces produits, de ces ventes puissent bénéficier réellement à l'État. Parce que si on libéralise aujourd'hui et qu'on appelle ça le prix, on ne va pas s'en prendre évidemment à chaque producteur de vendre son cacao au prix qu'il veut et à qui qu'il veut et où qu'il veut. Oui, mais justement, à la fin, il va payer ses impôts. Non, donc il y aura des rentrées pour l'État. Si jamais c'est libéralisé et que le producteur peut vendre à qui il veut, où il veut, et on appelle ça quand il veut, ce que cela induit, c'est qu'aujourd'hui, là, la traque qui est faite pour ceux qui vendent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire directement, on va donner un coup d'accélérateur. Merci Eric Baala. Merci. Dernière question pour terminer, docteur. Alors, si rien n'est fait, quelles pourraient être les conséquences à long terme sur le commerce international du cacao ivoirien? Moi, je pense qu'au fur et à mesure que ce prix va rester bas, à long terme, la production va baisser. Ça, c'est mon avis personnel. Non, on parle surtout de la contrebande. Au niveau de la contrebande, si l'État ne prend pas de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau. Oui, l'État va prendre de nouvelles mesures. Ces mesures peuvent marcher comme ne pas marcher. Et si elles ne marchent pas? Si elles ne marchent pas, quelles seraient les conséquences? Forcément, la production interne va baisser. Donc, si une partie de votre cacao va à l'extérieur, la partie qui devait rentrer à l'intérieur va baisser. Donc je pense qu'à un moment donné, on aura une baisse de la production du cacao en Côte d'Ivoire. Soit parce que certains cacaoculteurs vont trouver à un moment donné qu'ils n'ont pas de retour sur investissement, soit parce qu'ils voient leurs collègues ou bien confrères cacaoculteurs libériens, camerounais s'enrichir, construire des grosses maisons, avoir de l'argent alors qu'ils sont aussi cacaoculteurs et ils n'ont pas d'argent et ils sont pauvres. Donc à un moment donné, les cacaoculteurs vont commencer à baisser et l'État de Côte d'Ivoire ne va que s'en mordre les doigts. Et je pense que, pour répondre à ce qu'il a dit, moi je ne suis pas forcément pour un système libéral, mais je dis que il faut remettre ce système-là en cause, le système de fixer les prix. Parce que, pourquoi ça a été fixé au départ? On fixait les prix parce qu'on se disait que les cacaoculteurs avant n'étaient pas intellectuels. Ils ne savaient pas jouer sur les prix internationaux. Ah, pas forcément. Avant, c'est ce qui était dit avant. Quand la libéralisation a été mise en place, c'était parce qu'il y avait trop d'intermédiaires. Le cacaoculteur ne recevait pas vraiment le prix et il ne savait pas spéculer sur le marché. Aujourd'hui, les cacaoculteurs ne sont plus les cacaoculteurs de 1960-1970. Les cacaoculteurs sont des intellectuels. Il y a des professeurs d'université que moi je connais qui ont des plantations de cacao. Donc, ce ne sont plus des gens qui sont des analphabètes qu'on doit protéger, que l'État doit venir protéger avec un prix anticipé à la vente. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, si jamais il y a les experts évoluent vers une libéralisation, il faut faire en sorte que la vente puisse profiter aussi à l'État. Parce que, comme dans tous les autres commerces où c'est libéral, chacun vend à son prix, mais à la fin, l'État fait en sorte de pouvoir avoir ses impôts, avoir ses fiscalités. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, on a un État qui a fait un aveu d'impuissance. Un aveu d'impuissance. L'aveu d'impuissance, d'abord, parce que toutes les promesses, je l'ai dit, et je peux le prouver, 80% des promesses qui ont été faites par Alassane Ouattara n'ont pas été respectées. 80% de ces promesses. Et l'une de ces promesses phares, c'était justement ça. C'était un libéral. C'était quelqu'un qui a toujours été libéral. Il fait partie de l'international libéral. Le RHDP appartient, je sais que le RDA appartenait à l'international libéral. Le RHDP également international libéral. Comment vous pouvez comprendre qu'un gouvernement libéral fixe des prix? Ça ne se fait pas. Les gouvernements qui sont libéraux font de l'économie libérale. Chacun est libre de fixer ses prix et puis fonctionne en libéral. Merci, docteur. Le RHDP se fourvoie tout le temps. Merci. Et c'est vraiment un parti politique. Nous allons maintenant aborder un autre sujet tout aussi crucial à l'approche de la présidentielle de 2025, les anomalies sur la liste électorale. Ces anomalies suscitent des vives inquiétudes quant à la transparence et la crédibilité du processus électoral en Côte d'Ivoire. On revient juste après la pub pour cette partie.
De retour en plateau pour la seconde partie de cette émission, Maître Blessi du PDCI RDA, porte-parole du groupe parlementaire du dit parti, a publiquement dénoncé des anomalies choquantes sur la liste électorale ivoirienne. Docteur, pouvez-vous nous dire quelles anomalies ont été constatées par le PDCI RDA? Alors, depuis un long moment, toute l'opposition dénonce plusieurs différentes anomalies. Chacun à sa façon, chacun avec ses mots et ses chiffres, mais les anomalies se regroupent en quatre. Les premières anomalies sont des anomalies de présence additive, j'allais dire, sur la liste électorale. Présence additive de deux types. D'abord, une présence additive des personnes qui sont décédées, qui ne devraient pas être sur la liste électorale, et une présence additive des personnes dont on suspecte qu'elles n'ont pas la nationalité ivoirienne. Donc, Maître Blessi, qui a fait une enquête, qui a diligenté lui-même une enquête et qui s'est retrouvé avec environ, selon ses chiffres, 2 millions de personnes qui seraient sur la liste électorale et qui auraient une suspicion sur leur nationalité. Je rappelle que le gouvernement ivoirien lui-même avait reconnu que les certificats de nationalité et même certains passeports avaient été frauduleusement réalisés. Je me rappelle même qu'il y avait eu des arrestations. Il y a même un certain Libanais qui avait été arrêté parce qu'il aurait 120 000 passeports, faux passeports qui avaient été réalisés. Donc on sait qu'il y a un problème déjà sur les documents administratifs en Côte d'Ivoire. Il y a même eu des problèmes sur les diplômes. On sait que la Côte d'Ivoire est en train de se faire malheureusement connaître de façon négative sur la production de faux documents à la fois administratifs et même universitaires. Et donc, ce que le PDCI a relevé, c'est que ce problème que l'État de Côte d'Ivoire a déjà reconnu se répercute aussi sur la liste électorale. Donc, on se rend compte depuis un moment que certaines personnes qui ne seraient pas ivoiriennes ont leur nom sur la liste électorale et donc ont la possibilité de voter. Le PDCI RDA, avec les autres partis politiques, je le rappelle, le MGC a signé un accord concernant cette revendication. Le parti de Charles Blé Goudé, le COGEP, a aussi signé un accord concernant cette revendication avec le PDCI. Et je pense que le PPACI aussi est dans cette même mouvance de dénoncer beaucoup d'irrégularités. On sait qu'il y a des mamans qui ont plus de 300 enfants sur la liste électorale. On sait qu'il y a des centenaires de 150 ans, de 130 ans, de 180 ans qui sont sur la liste électorale. Les fichiers avaient déjà été épluchés. Ils ont été remis à la commission électorale et indépendante. Une première fois qui avait même reconnu, le président de la CEI avait même reconnu qu'effectivement il y avait des personnes décédées sur la liste, il y avait des personnes, dont l'âge était anormal qui étaient sur la liste. Et jusqu'à présent, on se rend compte que ça n'a pas été épluché. Parce que selon le président de la CEI, il ne peut pas s'auto-saisir sur les documents administratifs qui sont faux. Donc nous pensons que la liste électorale doit être auditée. Nous avons demandé à ce que cela se fasse avant l'élection présidentielle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un cycle électoral. On a fini un cycle électoral. Le cycle électoral qui comprend une élection présidentielle, une élection municipale, une élection législative et une élection du conseil régional. On a fini un cycle. On va entamer un nouveau cycle à partir de 2025, à commencer par l'élection présidentielle de 2025. Nous souhaitons qu'il y ait un audit indépendant sur la liste électorale, parce que tel que c'est fait actuellement, tout est mis en place pour qu'il y ait une fraude, et on sait que fraude en Côte d'Ivoire, ça rime avec crise post-électorale et donc avec mort post-électoraux. Bien, Éric Bayala, certains estiment que ces anomalies sont exagérées et servent un agenda politique. Que répondez-vous à cela? Mais ce que je dois noter à ce niveau, mais avant même d'aborder la question, je voudrais revenir sur ce qu'a dit... Les 4 points cités. Non, pas forcément. Dans la première partie, il avait relevé que le président Alassane Ouattara n'avait pas respecté plus de 80% de ses engagements. Je voulais ici lui dire que c'est absolument faux, parce que de toute la Côte d'Ivoire, c'est par respect pour la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny qu'on dit que Ouattara est celui qui travaille après Houphouët. Sinon, quand on regarde le règne du PDCI en 3 ans, la Côte d'Ivoire est émergente, et puis ce que la Côte d'Ivoire est-elle émergente? Le président qu'on appelle non, la Côte d'Ivoire est-elle émergente actuellement? Mais justement, laissez-moi finir. Non, juste la seule question. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un banc important dans son émergence. Non. Et écoutez, sommes-nous émergents? Merci docteur. Éric Bayala, il faudra répondre à la question rapidement, nous n'avons pas assez de temps. En 14 ans de règne, aucun
président avant lui ne l'a fait. 14 ans, nous ne sommes pas émergents. Il avait dit à l'horizon 2020, nous serons émergents. D'engagement, c'est un homme alors, de on va maintenant répondre à la question. Pour ce qui est qu'on appelle ça des anomalies et qu'on appelle... des personnes décédées sur la liste électorale, des non-nationaux. Justement, en ce qui concerne cette question, je pense qu'il ne faut pas déjà accuser la CEI ou bien déjà jeter l'anathème sur le système électoral. Le fait que les partis politiques aient déjà eux-mêmes relevé ces différentes anomalies et que la commission électorale indépendante s'est engagée dans une phase de sensibilisation à l'effet de permettre non seulement aux électeurs, mais à tous les partis politiques de contribuer à ce qu'on ait une liste électorale fiable. Mais je pense que le moment est arrivé. Parce qu'après la révision de la liste électorale, il y a la question du contentieux. Non, nous parlons d'audit. J'en arrive. Au niveau du contentieux, chacun pourra, et le décret même qui institue la révision de la liste électorale, il est tellement bien précisé qu'il ne relève pas seulement de la CEI de dénoncer des cas de décès ou bien d'irrégularité. Tout électeur peut, à son niveau, déjà relever ces irrégularités-là et les porter à la connaissance de choses qu'on appelle ça, de la CEI. Et aujourd'hui, quand le PDCI fait son audit et on dit qu'il y a plus de 2 millions de personnes, j'ai suivi le 19 juin 2023 la conférence de presse tenue par M. Brendou Mbia, porte-parole du PDCI. Il a dit que c'était de 2019 à 2020 et de 2020 à 2023. Mais quand on regarde notre liste électorale, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont passés à la tête de la CEI, sinon tous les membres de la commission, ont hérité de la liste électorale depuis 2000. Et on ne fait que des révisions. Et donc, les 2 millions de personnes irrégulières qui sont inscrites sur cette liste-là, ce n'est pas au moment où la CEI actuelle siège. C'est un cumul qui engage aussi bien la responsabilité des CEI passés, dont le président était Issouf Bakayoko, proposé par le PDCI-RDA. Mais nous ne sommes pas en train de parler de la liste électorale aujourd'hui, donc toute cette liste-là, oui ou non, vous voulez un audit. Maintenant, on demande à ce que tout ce qui est constaté comme irrégularité, parce que ce qui pose le problème aujourd'hui, quand on prend le nombre de centenaires, par exemple, sur la liste électorale, mais s'il y a eu des décès et que ces personnes décédées ne sont pas extirpées de la liste électorale, mais in fine, on aura des personnes qui sont centenaires sur la liste électorale parce qu'ils sont considérés toujours comme étant en vie. Mais cela, on en demande à chaque parent qui déjà sait qu'un des leurs, ceux qui ont perdu un des siens, qui n'est plus là, il faut leur permettre de venir signaler cela à la CEI pour que cela soit extirpé. Parce que notre handicap aujourd'hui, on n'a pas encore un système d'état civil suffisamment informatisé sur l'ensemble du territoire qui peut déjà enclencher le système de retrait au niveau des décès. Et donc c'est pour cela que la sensibilisation du président de la CEI qui participe à informer tous les citoyens de ce que si vous avez des anomalies, vous avez quelqu'un qui est sur la liste électorale et selon vous n'en a pas le droit, il vous appartient de venir le signaler, de sorte à ce que la CEI puisse prendre des dispositions pour l'en extraire. Et donc aujourd'hui, la phase qui va commencer du 19 octobre au 20 novembre, on va enregistrer non seulement de nouvelles personnes, mais il y aura la phase du contentieux, le traitement de la liste provisoire, dit-on, qui va permettre donc d'apporter, s'il vous plaît, satisfaction à toutes ces anomalies qui sont portées à l'endroit de la CEI, de sorte à ce qu'in fine, on puisse avoir une liste débarrassée de toutes les aspérités qui pourraient concourir à jeter l'anathème sur l'institution qui organise les élections. Donc les partis politiques, les personnes, les électeurs pris individuellement, chacun pourra apporter les éléments de preuve. Parce qu'une chose est sûre, nous sommes dans une phase, selon la déclaration du PDCI, qui parle au conditionnel. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas encore la certitude de ce que c'est qu'ils se trouvent avec ils n'ont pas encore la certitude. Donc ça veut dire que cette enquête-là sera diligentée avec les éléments que le PDCI détient, qu'ils vont reverser à la CEI, et ensemble, ils vont passer donc au peigne fin ces différents électeurs qui sont concernés par le contentieux ou bien par le cas d'irrégularité en termes de nationalité. Justement, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Puis, non, parce qu'actuellement, la CEI travaille en fonction d'un calendrier. Le 19, ce sera l'ouverture des guichets pour recevoir, si vous voulez, non seulement les nouveaux majeurs, mais toutes les mutations qui sont intervenues au cours de ces derniers mois en ce qui concerne la liste électorale. Parce qu'il y a des femmes qui se sont mariées, donc qui ont pris de nouveaux noms. Il y a eu des majeurs, des nouveaux majeurs qu'on appelle les primo-votants, qui certains n'avaient pas de patronyme, parce qu'il y a des extraits de naissance où
qu'on appelle ça, il n'a pas de père, ou bien il porte le nom de la mère. Et peut-être que pendant ce temps, il y a eu des actions de justice qui lui ont permis d'avoir un nom. Et donc ce nouveau majeur, ou bien ce majeur qui était déjà inscrit, il faut que ça permette de régulariser également. Donc tout ça, quand on met tout ça ensemble, ce n'est pas forcément la fraude. C'est un problème d'état civil qu'on doit régler pour que chacune des parties soit satisfaite. C'est tout ça. Merci Eric Bayala. Voilà. Docteur Chérif, plus de 30% des électeurs concernés par ces anomalies, c'est un chiffre alarmant que propose le PDC-RDA pour corriger ce problème. Voilà, justement, c'est sûr cette proposition que je voulais rebondir parce que M. Eric Bayala a tout dit sauf répondre à la question de l'audit. En fait, il y a une partie du règlement de ce problème qui ne relève pas de la CEI. C'est ce que le vice-président de la CEI a dit. Il a dit que les documents administratifs, nous, on les reçoit. Nous, on ne va pas chercher à savoir est-ce que ce certificat est faux, est-ce que cette carte d'identité est fausse. Donc, ça ne relève pas de la CEI. Et il a entièrement raison en le disant, que la vérification des documents administratifs ne relève pas de la CEI. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la CEI est une CED. La commission électorale indépendante est en réalité une commission électorale dépendante. C'est une commission qui ne prend ses décisions que de l'exécutif. Qu'est-ce que M. Kuiber a dit quand on lui a parlé de la liste, du nom de Laurent Gbagbo sur la liste? Il dit que moi, je ne reçois la liste de ceux qui sont radiés qui doivent être radiés de la liste électorale que du ministère de la Justice. En réalité, la commission électorale indépendante... Non, mais si vous prenez cet exemple-là, vous êtes tout faux. Non, parce que même si la commission était indépendante... Si la commission était indépendante, elle avait la possibilité, par exemple, de prendre l'arrêté de la commission, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a dit que M. Laurent Gbagbo devrait être remis sur la liste électorale. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une cour? Est-ce que ce ne sont pas des juristes qui sont là-bas? Est-ce que ce ne sont pas des experts qui sont là-bas? Mais pourquoi une commission qui se dit indépendante se voit obligée de prendre une cour qui est inférieure à la Cour africaine des droits de l'homme? Finalement, je rappelle il faut dire que merci Eric Bayala, mais finalement, on se demande... La loi n'est pas rétroactive, monsieur. Merci Eric Bayala. Finalement, on se demande que font les représentants des partis politiques à la CEI. Le PDC-RDA a un représentant à la CEI? Oui, mais il faut rappeler que le RHDP est majoritaire à la CEI. Le RHDP, dans les sièges, que ce soit à la commission centrale comme dans les commissions locales, vu que le dispositif de la CEI est fait de sorte à ce que ça se fait par parti politique, et donc le RHDP, qui est un regroupement de partis, est majoritaire. Mais c'est ce que consacre la législation. Oui, c'est ce qui consacre la législation. Nous ne contestons pas ce fait-là. Nous disons que ça entraîne des problèmes. Parce que quand un parti est majoritaire, l'opposition, à un moment donné, se sent bâillonnée. Il y a certaines décisions qui ne peuvent pas être prises là-bas parce que c'est le RHDP qui est majoritaire. Et je dis et je répète, la commission électorale indépendante n'est pas une commission électorale indépendante. C'est une commission qui est dépendante. Merci. Eric Bayala, en vous écoutant, on a comme l'impression que vous minimisez un peu les inquiétudes de l'opposition politique ivoirienne. Non, je ne minimise pas. En fait, nous parlons d'une logique et d'un principe qui est très simple. Mais il y a un problème qui est là. Non, le problème, c'est celui-là. On dit une partie de l'opposition, notamment le PDCI... La majeure partie. Bon, si vous voulez, je vous consacre. Oui. Toute l'opposition estime que il y a des anomalies sur la liste électorale. C'est ça. Ça, c'est un fait. Et je ne peux pas vraiment me substituer à cette opposition-là pour dire que ce qu'elle dit est vrai ou est faux. Mais une chose est sûre, il y a un mécanisme qui, au niveau de la CEI, permet de mettre toutes les parties d'accord sur la sincérité de la liste électorale. Et cette proposition, sinon ce processus, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le traitement du contentieux. Non, c'est pas ça. Au niveau du traitement du contentieux, si vous estimez que X ou bien Y est sur la liste électorale et que, par exemple, il n'a pas la nationalité ivoirienne et qu'il y est inscrit, vous portez ça avec les éléments de preuve à la CEI, on va l'en extirper. La CEI a déjà répondu à ça en disant qu'elle ne vérifiera pas les papiers administratifs qui sont donnés. Est-ce que vous avez écouté la dernière conférence, sinon qu'on appelle ça le face-à-face entre le président de la CEI et les parlementaires? Sur la question, il a dit clairement que en ce qui concerne les documents qui sont faux. Non, ce que je dis, par exemple, dès l'instant où un individu se présente au guichet de la CEI avec un certificat de nationalité qui est faux, ou bien une pièce nationale d'identité, ou bien un passeport qui est faux, l'agent de la CEI qui est à ce guichet-là n'a pas, lui, à ce moment précis, la possibilité d'authentifier le document administratif qui est porté à sa connaissance. C'est ça. Il va donc enregistrer et reverser l'ensemble des dossiers dans le système central de la CEI. Et donc, il y a la proclamation provisoire de la liste électorale. Donc, sur cette liste électorale
qui est communiqué à l'ensemble des parties prenantes, non seulement aussi bien à l'opposition qu'au parti au pouvoir, pour dire voici la liste provisoire que la CEI a enregistrée. Quitte à vous de pouvoir faire, si vous voulez, de parcourir cette liste et d'en déceler les anomalies et de nous les porter. C'est ça. Maintenant, qui va vérifier ces papiers qui sont faux? Qui va les vérifier? Comment est-ce que le PDCI a pu savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas la nationalité qui sont sur la liste? Mais le gouvernement l'a reconnu. Non, je dis, parce que le PDCI, en fonction de la déclaration, on donnait des chiffres précis. Oui, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire même, c'est les chiffres qui diffèrent. Sinon, le fait est déjà connu. Oui, maintenant, on est d'accord. Comment est-ce que le PDCI a pu savoir le problème que n'est pas sur la liste électorale, un tel n'a pas la nationalité ivoirienne et il y figure? Ça veut dire que vous avez peut-être un élément qui vous a permis de... Il n'a pas répondu. Merci Eric Bayala, merci. Alors, RHDP est pour l'audit ou non? Non, on continue le débat. Docteur, est-ce que ces irrégularités sur la liste électorale pourraient-elles nuire à la crédibilité du scrutin à venir? Oui, mais c'est de toute évidence. Quand vous avez un match de football entre deux clubs et qu'il y a un arbitre qui a une coloration partisane et qui est décrié par une équipe dans son entièreté. Mais qu'est-ce qui prouve que ces personnes non ivoiriennes appartiennent, sont des électeurs du RHDP? Non, justement, le fait déjà qu'il y ait une suspicion... Peut-être même de l'opposition, ces derniers. Oui, justement. Le fait déjà qu'il y ait une suspicion sur une liste électorale, nous proposons un audit international indépendant. Vous voyez, la suspicion en élection, elle est très dangereuse parce qu'elle crée des crises post-électorales. Regardez ce qui s'est passé à Yopougon, ou dans les élections locales, où il y a eu des soupçons de tricherie qui parfois même avaient commencé à amener la population à se tirailler. Vous avez vu les déclarations de Diaoufo qui disaient qu'il y a eu des tricheries à Yopougon. Je dis et je répète, si on veut avoir des élections qui soient apaisées, il faut auditer de façon internationale. Parce que nous n'avons plus confiance en cette CEI-là. Comment voulez-vous qu'on ait un arbitre? Le représentant du PDCI n'a pas démissionné. Non, mais on ne peut pas démissionner, monsieur. Non, si vous n'avez pas confiance. Si vous n'avez pas confiance. On ne peut pas quitter la pelouse parce qu'on n'a pas confiance en l'arbitre. On dit de changer l'arbitre. Non, si vous n'avez pas confiance en la CEI, vous démissionnez. Pourquoi? Et puis vous créez le schisme. Pour que tout le monde s'en aperçoive de ce que. Non, c'est parce que vous n'avez pas confiance. On n'est pas obligé de démissionner, monsieur. Quand on n'est pas d'accord avec un arbitre, monsieur. Vous êtes dans le système. Non, soyez logique avec ce que vous dites. On veut changer l'arbitre. Parce que c'est cette même CEI-là. Donc vous dites. On demande de changer l'arbitre. On n'a pas dit qu'on ne joue pas le match. On sait ce qui s'est passé au plateau, par exemple. Quand il y a eu les élections locales, on a dit qu'il devrait y avoir une tentative de tricherie pour spolier. On a retrouvé des urnes dans le domicile de quelqu'un, oui ou non? La victoire du PDCI. Mais quand la CEI s'est prononcée, c'est cette même CEI-là qui a donné victoire au candidat du PDCI. Oui, parce que malgré... Merci docteur. Alors, Eric Bayala, finalement, c'est la logique de tricheur. Prochaine question, finalement, nous sommes bien partis pour des élections qui ne reflètent pas, en tout cas, de la volonté de tous les Ivoiriens et des scrutins qui ne seront pas crédibles aux yeux de l'opposition politique ivoirienne s'il y a problème sur la liste électorale. Je vous dis ceci. Comme on le dit, quand la CEI dit que nous sommes ouverts et nous attendons que les militants de chaque parti, sinon que les Ivoiriens qui remplissent les conditions, puissent venir se faire enrôler sur la liste électorale. Et que les partis politiques qui vont, si vous voulez, qui sollicitent le suffrage des Ivoiriens, doivent pouvoir s'engager à faire inscrire le maximum de leurs militants sur la liste électorale. Parce que c'est déjà le premier jet d'une éventuelle victoire. Mais quand vous me prenez à ce mécanisme et que vous pensez votre temps à tricher, parce qu'une chose est sûre, dans les bureaux de vote, il y a les représentants de tous les partis politiques dans les bureaux de vote. Mais ça n'empêche pas la tricherie. Ça, c'est d'abord. Et ceux-là, ils sont là pour un travail. Quand un électeur rentre dans un bureau de vote, muni de sa carte d'électeur... il a enlevé cette carte. Non. Parfois, c'est une carte... Quand il a sa carte d'électeur et qu'il a, qu'on appelle sa carte d'électeur, il rentre dans le bureau de vote. Le président du bureau de vote, aidé de ses accesseurs, appelle le nom, si on prend la carte, on donne le nom de celui qui vient voter. Chaque représentant des partis politiques a également le listing électoral. Il vérifie quand son nom est inscrit. Mais si déjà la liste elle-même, elle est déjà fausse, son nom sera inscrit dedans. C'est ce que je dis. Mais ce que vous dites là, c'est tellement illogique. Non, je vous dis. L'exemple est tellement faux que je ne sais pas comment vous terminez cet exemple. Merci, vous allez réagir tout à l'heure pour terminer. On dit que le gars est étranger. Merci, vous allez réagir. Son nom est sur alors, Eric Bayala, 30 secondes pour terminer rapidement, allez-y. Non, les suspicions qui se font, c'est facile d'accuser X ou Y. Quand vous
dites qu'un tel est étranger et que son nom ne doit pas être sur la liste électorale, on vous donne l'occasion, à l'occasion du traitement du contentieux, d'apporter les preuves. C'est pas possible. Lui là, j'ai vu qu'il s'est fait inscrire sur la liste électorale. Et qui contrôle ça? Or, il n'est pas chose. Il n'a pas le droit, il n'est pas. Quand on dit qu'on n'a pas confiance en vous, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce les preuves du fait que cet individu qui est inscrit sur la liste électorale n'en a pas le droit, du fait qu'il n'est pas bénéficiaire de la nationalité ivoirienne, vous portez cela avec la preuve auprès de la commission électorale. Et la commission électorale, en fonction des preuves que vous avez, si effectivement c'est établi, on va l'enlever de la liste électorale. Bien, c'est votre dernier mot sur ce sujet. Voilà. Alors, docteur, pour terminer, réagissez. Non, en fait, je veux dire que le RHDP, quand j'entends les arguments des personnes du RHDP, je suis parfois abasourdi par l'irrationalité de leurs arguments. Non. Quand le président Alassane Ouattara demandait qu'on ait un certificateur pour les élections de 2010, là, est-ce qu'il a apporté une preuve que les gens allaient tricher ou bien qu'il allait avoir une malversation? Non, c'est pas le président. Non, c'est pas le président Alassane Ouattara qui a demandé. Qui a demandé à ce qu'il y ait un certificateur international? Non, il y a eu. Qui a demandé un certificateur international? Je vous dis, il y a eu le CPC, le cadre permanent de concertation. Non, est-ce que le RDA était dedans, oui ou non? Mais tous les partis. Justement, tous les partis ont accepté. Non, ce n'est pas du fait forcément. Merci, allez-y rapidement. Quand on est en suspicion, quand on n'a pas confiance en un arbitre, il faut un contrôle international où nous tous, ça nous met d'accord. C'est ce que vous proposez. Oui, ce qui est le plus triste, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on parle de contrôle international, c'est le RHDP qui s'oppose. Moi, je demande à la population ivoirienne de réfléchir à ça. Mais c'est une élection ivoirienne. Une élection ivoirienne, pourquoi une émission étrangère? Les experts, dans toutes les élections, parfois on a même des observateurs internationaux. Les experts peuvent venir faire un audit. Parfois, on a beaucoup plus confiance en des personnes neutres qui n'ont pas de partialité en Côte d'Ivoire. Donc nous au PDCI, il y a des personnes neutres également en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a des personnes neutres forcément en Côte d'Ivoire. Nous, on demande à ce qu'on ait un audit international. Oui, mais d'un cabinet d'experts. Sur la question, on est à un an de l'élection. Mais attendez, laissez-moi terminer juste une mot. Juste 30 secondes, allez-y rapidement. Merci. Le président de la CEI a dit ceci. Ne vous en pas. Je demande simplement que les partis politiques et qu'avec chose qu'on appelle ça, les partis, le gouvernement, puissent trouver ensemble un commun accord avec, si vous voulez, même un cabinet quelconque. Merci, on vous a bien compris. Allez-y, terminez rapidement, 30 secondes. Dans 90% des débats que nous menons, à chaque fois que nous parlons de la CEI, nous parlons de la CEI, c'est le RHDP qui vient défendre. Non, vous avez terminé, vous avez votre mot. Allez-y, terminez rapidement, 30 secondes seulement. À chaque fois qu'on fait les débats, il faut que la population remarque très bien. À chaque fois qu'on attaque la CEI, c'est le RHDP qui vient défendre. Regardez très bien. Quand on dit que la liste électorale a un problème, c'est le RHDP qui vient. Parce que c'est la même CEI qui nous a permis d'avoir des électeurs. Malheureusement, c'est la fin de ce sujet. Merci. Nous allons maintenant faire place au carton rouge. Voilà, c'est clair. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants et invités font des coups de gueule sur l'actualité. Docteur Ousmane Chérif, votre carton rouge. Alors, j'adresse ce carton rouge au gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport à la situation qui prévaut actuellement au ministère de la fonction publique. Vous savez, on est en Côte d'Ivoire, on ne s'occupe pas du capital humain. Si vous remarquez très bien, dans tous les secteurs d'activité, ce gouvernement s'occupe de la bâtisse, ce gouvernement s'occupe de la peinture, mais ne s'occupe pas du capital humain. Dans la santé, par exemple, vous avez des beaux hôpitaux, mais le capital humain souffre. En matière d'éducation, vous avez des beaux tableaux, vous avez des beaux tableaux, mais le capital humain souffre. Et donc, je voudrais adresser ce carton rouge à ce gouvernement qui passe tout son temps à embellir les chiffres, à embellir la bâtisse, l'extérieur, mais les personnes même qui travaillent sont en train de souffrir, sont en train de pleurer. Et donc, vraiment, Madame la ministre de la fonction publique, le tout n'est pas de créer des tables-bancs, le tout n'est pas de créer des hôpitaux, le tout est de s'occuper du capital humain et c'est ça que le PDCI met en exergue. Merci. Merci, docteur. Eric Bala, réaction sur ce carton rouge. Oui, je voudrais dire au docteur Ousmane que, Dieu merci, il reconnaît déjà que le gouvernement travaille en créant des hôpitaux, en créant des écoles, des tables-bancs, tout ce qui va avec, des routes. Et donc, c'est une confession. Je voudrais l'en féliciter. Tous les gouvernements l'ont fait. En ce qui concerne le capital humain dont on parle, je ne pense pas que mieux que le gouvernement actuel, il y a eu un gouvernement précédent qui a traité en termes de salaire
les fonctionnaires de Côte d'Ivoire que celui du président Alassane Ouattara. Parce que non seulement au niveau même des médecins, il a du corps. Oui. Il connaît les salaires qu'un docteur avait avant que Alassane Ouattara ne prenne le pouvoir et le salaire d'un médecin maintenant. Il en est de même pour tous ceux qui sont dans le système de santé. Il en est de même pour tous ceux... Comment on peut comparer des prix de 1960 avec des prix de 2014 et de dire qu'il y a une augmentation? Justement, vous voyez, quand on n'est pas économiste, on veut parler de tout, c'est ça. De 2010. De 2010 à maintenant. Où il y a des chefs d'État qui, en face donc de la fronde sociale des syndicats, a dit clairement que je ne augmenterai pas 5 francs. Oui, et avec il avait un pays qui était clairement le président Laurent Gbagbo. Bon, c'est vous qui le dites. Oui, mais avec un pays, c'est lui qui l'a dit. Aujourd'hui, là, vous prenez n'importe quel gouvernement de la sous-région, aucun gouvernement ne paye le 13e mois. Ça, c'est un exploit. Bien. Alors, Eric Bayala, donc, il faut reconnaître le travail. À vous maintenant de faire votre carton rouge. Voilà. Je donne mon carton rouge à l'endroit du ministère du Commerce. À l'endroit du ministère du Commerce, parce que on a l'impression que les contrôleurs des prix ne se mettent en branle que lorsqu'il y a des tensions au niveau de la vie chère. Et quand il y a une certaine accalmie, rien ne se fait. Je prie donc les contrôleurs du ministère du Commerce d'aller dans les boutiques de quartier qui sont vraiment dans la proximité avec les ménages pour vérifier si les prix qui ont été fixés par le gouvernement sont respectés. Parce qu'il se trouve que dans certaines boutiques, il se trouve qu'ils ne respectent pas pour la majorité les prix fixés et ça a vraiment une incidence fâcheuse sur les ménages. Donc vivement que le ministère du Commerce puisse engager, sinon redéployer l'ensemble de ses contrôleurs de prix sur les boutiques et les commerces de proximité pour vérifier les prix. Docteur, comment réagissez-vous face à ce carton rouge? Non mais écoutez, j'ai toujours dit sur cette affaire de fixation de prix que le gouvernement RHDP est le gouvernement le plus irrationnel de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a eu le plafonnement des prix. Il y a eu des plafonnements sur des prix, par exemple la bouteille d'huile et tout ça. Vous plafonnez des prix alors que les gens qui ont payé leur magasin, qui louent son magasin très cher, qui paye sa climatisation, vous avez augmenté l'électricité, il met tout ça dans son magasin, tu lui dis non, il faut vendre l'huile là à tel prix. Mais moi, il y a un vendeur qui m'a dit, mais moi, je mets mon huile, je cache mon huile. Je garde mon huile, je la cache, je ne la vends pas. Quand on vient, on me demande, je dis, il n'y a pas d'huile. Au contraire, même plus il n'y a pas la marchandise, plus ceux qui vont la trouver vont en payer cher. Donc, c'est un gouvernement qui est irrationnel. Je le dis, je le répète, il n'y a pas un gouvernement qui a été plus irrationnel que le gouvernement d'Alassane Ouattara. Comment on peut avoir un gouvernement qui est libéral, qui fixe des prix? Un gouvernement qui se dit libéral, qui veut laisser tout le monde... l'économie libérale, c'est l'économie du marché. L'ordre est instauré par la concurrence. Non. Quand vous vendez pour vous à 1800 et que moi je fais la même chose à 1700, le client va venir avec... C'est la concurrence qui fixe l'ordre des prix. Ce n'est pas un gouvernement qui rentre, qui attrape les gens, qui les chicote et puis qui fixe des prix. Non, vous avez augmenté l'électricité, vous voulez continuer les prix. Merci. Place maintenant à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation. Le chiffre du jour, c'est 5. Qu'est-ce que ça vous dit? 5 Aucune idée. 5. Événement malheureux, hein, 5. Alors, 5 victimes, dont une personne morte et 4 autres victimes ont été enregistrées après l'effondrement d'un immeuble R+3 en construction sur les habitations contiguës à Yopougon, à Bobo-Doumé, le dimanche 13 octobre 2024. Docteur, commentaire? Ben écoutez, comme la majorité des Ivoiriens, on constate qu'on a un ministre de la construction qui est là depuis très longtemps, qui n'a jamais été débarqué, qui est très proche du président de la République, vous savez de quoi je parle. Et ce ministre, il est là, il y a des effondrements à chaque fois dans un autre pays sérieux. Il y a longtemps qu'on aurait débarqué ce ministre et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Est-ce que c'est de sa faute? Eh bien, écoutez, quand vous avez en charge le contrôle d'un certain nombre de normes de construction et que pour une fois ça se produit, 2 fois ça se produit, 3 fois ça se produit, mais on vous débarque, on met quelqu'un d'autre qui va contrôler mieux. Il y a des inspections du ministère de la Construction qui doivent faire des contrôles sur des bâtiments. Et aujourd'hui, je pense que la présence de ce ministre-là est très symbolique de ce que ce gouvernement fait. C'est des amitiés, vous savez que ce ministre a une très grande proximité avec le président de la République et voilà pourquoi il est toujours à la tête de ce ministère. C'est vous qui le dites, ça vous engage? Non, c'est un mariage légal, il a épousé un parent du président de la République. Mais on ne se mêle pas non, je sais. Je veux dire simplement que nous soupçonnons, c'est vrai que je ne me mêle pas de sa vie privée, je dis simplement que nous soupçonnons que
la proximité qu'il a avec le président de la République fait en sorte qu'il est toujours présent dans ce gouvernement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait autant d'immeubles qui soient tombés. Ce n'est pas la première fois. Je ne sais pas quel est le nombre exact de chutes d'immeubles qu'on a eu, mais à chaque fois, il y a des morts. Ce sont des vies humaines, c'est important. Pourquoi on garde un tel ministre à la tête de ce ministère? Bien, la question mérite d'être posée. Eric Bayala, le ministre de la Construction, sous son mandat, en tout cas, on a vu plusieurs immeubles qui se sont effondrés en Côte d'Ivoire. Réaction, tout récemment, 5 victimes. Oui, d'abord, il faut saluer, si vous voulez, les familles de ces victimes, leur apporter toute notre compassion. Maintenant, en ce qui concerne l'effondrement des immeubles et tout ce qui va avec, il est tout de suite facile d'accuser, comment on appelle ça, la tutelle, sinon le premier responsable, notamment monsieur le ministre de la Construction. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment dommage que jusqu'à présent, l'État de Côte d'Ivoire n'ait pas encore trouvé des solutions en ce qui concerne les effondrements des différents immeubles. Même si au niveau du ministère de la Construction, parce que le tout, ce n'est pas forcément le ministère, c'est aussi l'ensemble des matériaux qui rentrent en ligne de compte. Donc il faut que le ministère puisse, à travers ses services, véritablement mener des inspections en ce qui concerne tout part, même sur d'abord même l'acquisition du terrain et le matériau employé pour construire. Parce que quand vous avez un terrain argileux et que vous avez du matériel de construction qui n'est pas adapté, mais c'est sûr que, in fine, on aura des effondrements. Donc il faut que le ministère vraiment s'y mette et que cela se fasse en liaison avec les différentes communes. Parce que les communes sont plus proches des citoyens qui bâtissent. Mais une chose est sûre, il faut que vraiment des actions rigoureuses soient menées pour qu'on n'ait plus d'effondrement d'immeubles. Parce que tous ceux mêmes qui construisent avec des matériaux de mauvaise qualité, qu'ils comprennent que c'est un faux investissement qu'ils font. Vous allez bâtir un immeuble de 200 millions et en ne prenant pas le matériel adéquat, 3 mois, 4 mois après, non seulement vous perdez toute la bâtisse, c'est-à-dire que tout votre argent, mais puis vous entraînez dans cette inconscience citoyenne, vous entraînez des personnes innocentes qui perdent la vie. Et vraiment, c'est un acte à décrier. Vivement que des dispositions soient prises au niveau du ministère pour que plus jamais ça, on ait d'effondrement d'immeubles. Merci Eric Bayala. Merci à vous également, Dr Ousmane Chérif. C'est la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre débat. Nous avons discuté de sujets d'importance capitale pour notre pays, la filière cacao, pilier de l'économie ivoirienne et les anomalies sur la liste électorale, un enjeu fondamental pour la démocratie dans notre pays. Merci à nos invités pour leurs analyses et leur participation à cette émission qui se veut l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous espérons que ce débat aura permis d'éclairer certains aspects de ces sujets complexes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro de Entre deux News sur les antennes de Reflet TV. Portez-vous bien et bonsoir.